Dans l'époque que nous vivons, pouvons-nous faire semblant de ne pas voir l'articulation de plus en plus nette entre des États qui sont censés nous représenter, des capitaines d'industrie qui sont censés prendre des risques pour s'enrichir, mais reposent en réalité sur la force de ces États, et les guerres, les pillages, le racisme, les coups d'État, la corruption, les assassinats. L'énumération que je viens de faire, je l'ai tirée du bandeau de couverture d'un livre, ce livre, un grand et gros livre, L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique. L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique, c'est un livre à plusieurs auteurs, et j'ai avec moi sur le plateau deux de ses co-auteurs, Hamzat Boukari Yabara, historien, et Benoît Colomba, journaliste d'investigation en service à Radio France. Bonjour Benoît. Bonjour. Tu travailles pour une rédaction qui a été partie du consortium de journalistes qui a sorti les Pandora Papers. Avant de parler du sujet qui vous amène ici, c'est-à-dire votre livre, j'aimerais savoir quel regard tu portes sur la réception politique et médiatique de cette affaire Pandora Papers dans notre pays. C'est très révélateur. Vous avez utilisé tout à l'heure avec Paul Jorion le terme de système à propos des paradis fiscaux. Ce qu'on montre justement dans ce livre à propos de la France-Afrique, que c'est un système, la France-Afrique, qui a sans cesse su se renouveler, qui a changé de visage et qui existe toujours bel et bien, même si officiellement, ça commence à devenir une habitude. À chaque chef de l'État français, on enterre officiellement la France-Afrique. Or, elle est toujours là. Évidemment, c'est plus la même France-Afrique qu'à l'époque du général de Gaulle ou de Jacques Foccart, mais elle est bien là et elle a parfaitement su s'adapter à la mondialisation néolibérale et aux paradis fiscaux. Et disons, quelles sont les permanences qui te permettent de dire qu'elle existe toujours, alors que justement dans le commerce international, on voit de l'entrée dans ces anciennes colonies françaises d'autres pays, la Chine, la Corée du Sud, etc. Qu'est-ce qui permet de dire que ça continue structurellement? C'est une histoire longue en fait. Déjà, il suffit de voir les noms qui sortent à la faveur des Pandora Papers, où on retrouve effectivement les responsables du Congo-Brazzaville, du Sénégal, etc., ou des représentants français, des anciens ministres comme Dominique Strauss-Kahn, qui passent par des places offshore pour justement faire du commerce avec des dictateurs africains. Donc ça, c'est la première chose. Après, par rapport à la Chine, on voit bien, je parlais d'adaptation. C'est vrai que ça aussi, c'est un élément de langage qui est toujours mis en avant en disant aujourd'hui, la France-Afrique, ça n'existe plus, il y a la Chine-Afrique, il y a les Russes, etc. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'il y a d'autres puissances, d'autres pays qui sont aussi présents sur le continent africain. Sauf que ce qu'on montre dans le livre, c'est que quand j'expliquais que la France-Afrique, elle a parfaitement su s'adapter, il faut voir que peut-être qu'il y a eu une baisse des parts de marché, mais les chiffres d'affaires, ils ont augmenté pour les entreprises françaises en Afrique. Il y a un personnage emblématique, Vincent Bolloré, par exemple, qui symbolise complètement le visage de cette France-Afrique. Justement, Vincent Bolloré, c'est peut-être le lien qui nous permet de montrer aux Français que la France-Afrique, c'est pas si éloigné d'eux, parce que une des figures de cette France-Afrique, qui a accumulé de l'argent en Afrique, a acquis un empire médiatique, lequel a promu Éric Zemmour, qui surfe sur la xénophobie anti-africaine notamment, alors même qu'il est possible d'établir un lien entre la prédation néolibérale dans ces pays et les désirs d'immigration. C'est intéressant, Vincent Bolloré, par rapport à l'adaptation continuelle de la France-Afrique. C'est vrai qu'on connaît son parcours aujourd'hui. Il a... dans les années 80, racheté un empire qui était l'empire Rivaux, qui était vraiment un empire colonial. À l'époque, il y avait même une banque, la banque Rivaux, qui était la banque du RPR, donc le parti de droite de l'époque. Puis aujourd'hui, il tient les ports africains. Et voilà, il a une holding, Bolloré Africa Logistique, qui fait un chiffre d'affaires entre 2 et 3 milliards. On documente dans le livre vraiment de quelle manière précise, en fait, les ports africains sont des usines à cash qui se transforment en dividendes pour le groupe Bolloré. Donc ça, c'est très important. Et on voit aussi comment il s'accommode fort bien. Alors, à la fois des vieux réseaux, si j'ose dire. Il a longtemps été fait travailler, eu comme collaborateur Michel Roussin, qui était un proche collaborateur de Jacques Chirac à l'époque de la mairie de Paris, mais qui a été ministre de la coopération sous Édouard Balladur. Mais en même temps, un Bolloré est tout à fait capable de s'allier avec les Chinois pour tenir le port en eau profonde de Kribi au Cameroun. Et justement... tout cet argent qu'il gagne en Afrique ne le rend pas reconnaissant vis-à-vis des Africains, puisque sur CNews, Éric Zemmour peut dire que finalement les Sénégalais de Paris sont tous des dealers de crack, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de profondément ambigu qui devrait faire s'interroger nos compatriotes sur finalement l'hypocrisie d'un certain discours
conservateurs, prétendument isolationnistes, prétendument nationalistes, de personnes qui finalement se projettent à l'international pour gagner beaucoup d'argent. Oui, alors là, clairement, dans le cas de Vincent Bolloré, ça pose aussi la question de quelqu'un qui tient des médias et de nombreux médias. On voit même en ce moment la guerre de position pour contrôler de plus en plus de secteurs dans l'édition. Et donc, ça pose la question aussi de la liberté d'expression. On voit bien, justement, par rapport à la France-Afrique, que dans les médias contrôlés par Vincent Bolloré, la France-Afrique, elle n'occupe pas une place importante, c'est tout à fait clair. Et donc là aussi, on est vraiment dans cette adaptation continuelle de la France-Afrique. Nous, ce qu'on a voulu avec ce livre, c'est remettre de l'histoire longue dans le temps présent, pour comprendre vraiment ce qui se passe en ce moment, parce que la France-Afrique, elle est là tous les jours dans l'actualité, à la lumière de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, Hamzat Boukari Abara, tu es historien, et justement, avec toi, on va essayer de prendre un peu de recul historique et d'interroger les mots. Pourquoi dit-on, au fond, aujourd'hui France-Afrique? C'est un néologisme assez curieux pour ceux qui ne connaissent pas le dossier. Pourquoi on n'utilise pas les bons vieux mots, impérialisme ou néocolonialisme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure dans ce mot de spécifique? Oui, je crois que ce mot, il est spécifique parce qu'il est lié vraiment à la particularité de l'histoire coloniale française. Donc on montre en fait comment l'idéologie coloniale, elle a nourri, du point de vue de l'universalisme français, une forme d'arrogance, une forme de domination, une forme de suprématie, et en même temps un arrimage très particulier entre la France et ses anciennes colonies et le continent africain de manière plus générale. Il y a aussi dans le thème de France-Afrique tout un lien assez particulier avec la notion de système, avec la notion de dispositif qu'on ne retrouve pas au niveau des autres néocolonialismes ou des autres impérialismes, et aussi cette idée que, quelque part, la France est une puissance africaine. Quel dispositif, par exemple, spécifique? Les dispositifs militaires, monétaires, culturels, économiques, la francophonie, le franc CFA, donc tout ce qui est aujourd'hui en train de ressortir du point de vue de l'amputation des souverainetés africaines, et qui est lié également, je dirais, à la surface de puissance géopolitique de la France. Donc on a ce type de relations officielles, connues à travers des accords, mais également des relations privées entre des dynasties, on peut les appeler ainsi si on regarde un certain nombre de potentats africains, et aussi des dynasties françaises qui s'appuient sur ce système-là et qui sont traversées, soutenues par des multinationales. On veut des noms. Quels noms, par exemple? Les Bongo, les Yadema, toutes ces dynasties qui se maintiennent au pouvoir et qui créent des clans. Et en qui, France Balkany, Bolloré, tout ce qui tourne autour des Hauts-de-Seine et tout ce qui tourne également des principales multinationales, avec aussi, je dirais, une dimension vraiment systémique. C'est-à-dire que les acteurs peuvent disparaître, mais le système se maintient. Et ça, c'est très important parce qu'il y a vraiment l'image de l'iceberg. C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe. Pendant longtemps, la France-Afrique, c'était quelque chose qui était assez méconnu du grand public. Des gens se sont battus pour faire connaître cette notion, comme François-Xavier Verschave, le président de l'association Survie qui collabore activement à cet ouvrage. Et donc, c'était pour dénoncer les barbouzeries, les mercenaires, les coups fourrés, les assassinats, les déstabilisations, qui existent toujours par ailleurs. Donc, il y a eu un moment de dévoilement finalement de ce qu'il y avait en dessous de l'iceberg. Mais le paradoxe, c'est que aujourd'hui, le sommet de l'iceberg visible, qui est toujours là de la France-Afrique, que vient de décrire Hamzat, en fait, il est là, mais c'est comme si on ne le voyait pas. Donc effectivement, c'est tout ce qui concerne les bases militaires, la coopération militaire, la domination par la monnaie, le soft power par la francophonie, la coopération, en fait. Donc tout ce qu'on met dans le vocable de néocolonialisme. Donc cette histoire continue par d'autres moyens, et donc ça, c'est important de le décrire, et évidemment, c'est au détriment des peuples africains. Et alors, c'est transpartisan, la France-Afrique, c'est-à-dire gauche-droite, par exemple, là, bon, gauche, on se comprend. Dominique Strauss-Kahn, il sera donc l'objet d'un documentaire de Cache Investigation, que nous appelons, tout le monde à regarder s'ils le peuvent, sur France 2, on fait de la pub pour le service public. C'est transpartisan, quelque part. C'est absolument transpartisan, ça va vraiment de la gauche à la droite, avec évidemment quelques résistances internes, et c'est aussi un point qu'on analyse, c'est-à-dire la manière dont, quelque part, la résistance à la France-Afrique s'est aussi produite depuis le cœur de la France-Afrique, depuis le cœur du système, et comment ce système construit aussi quelque part sa propre résistance. Si on suit aussi des trajectoires qui ont été retournées, celle d'Houphouët-Boigny, qui est très importante dans la mise en place du dispositif. Dans la Côte d'Ivoire. Exactement, de François Mitterrand. Donc on analyse un peu la manière dont Houphouët-Boigny a été retourné par
par Mitterrand et par Pleven, on montre en fait un certain nombre de racines néocoloniales autour notamment du rôle des élites africaines qui sont pour beaucoup inféodées aussi aux partis politiques français. On pourrait citer le cas d'Alpha Condé récemment, dont on a ressorti un peu le passé à gauche et les liens avec Bernard Kouchner. Donc tous ces éléments-là montrent effectivement que la France-Afrique est une famille qui dépasse les clivages traditionnels. Ça c'est très peu connu, c'est presque une révélation du livre, évidemment c'était connu de certains initiés. François Mitterrand est plus l'inventeur de la France-Afrique qu'un De Gaulle ou d'un Jacques Foccart, qui était le monsieur Afrique du gaullisme, du pompidolisme, parce qu'en fait en tant que ministre des Affaires Outre-mer, dès les années 50, il a été vraiment le promoteur de ce système. Alors, l'Empire qui ne veut pas mourir, c'est le titre de votre livre, et justement, ça peut choquer, parce que les gens peuvent se dire, bon, enfin, la France n'est pas un empire, les États-Unis sont un empire, la Russie a été un empire, mais pourquoi traiter la France, qui est un pays de 60 millions d'habitants, d'empire? N'y a-t-il pas un désir de... Absolument pas. La France a toujours des colonies, on parle de la Polynésie française, on peut parler également de la Caraïbe, de Mayotte, ce sont des points qui sont évoqués dans l'ouvrage, la question des îles éparses. Tout cela montre que la France, à travers son empire maritime, est encore une puissance coloniale aujourd'hui. C'est le dernier empire qui ne veut pas mourir et dont on voit dans l'actualité, à travers la présence de la politique africaine dans l'actualité française, que c'est un pays qui est beaucoup plus lié à cet héritage colonial, à cette actualité coloniale. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas présente, l'actualité africaine. Benoît, tu es journaliste, mais par exemple, on a beaucoup parlé de la crise des sous-marins avec l'Australie, mais on n'a pas parlé de la grave crise que la France a avec le Mali. On a même plus parlé finalement des querelles avec l'Algérie et le Maroc, qui sont stratégiquement un peu moins importantes que les problèmes avec le Mali. Est-ce que ça pose comme... Ça pose vraiment la question du traitement médiatique, effectivement, de ces sujets-là. Il y a un chapitre dans le livre qui est consacré à ça. Ça pose aussi la question de l'instrumentalisation politique autour de ces sujets. On parlait de résistance, il y a aussi une résistance à avoir par les mots. Cette résistance par les mots, il y a des militants africains qui l'ont payé de leur vie. On en parle évidemment, on leur rend hommage dans le livre. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec Emmanuel Macron, avec donc ce sommet Afrique-France, puisque maintenant on n'appelle plus ça sommet France-Afrique, parce que ça fait trop France-Afrique, justement, bataille des mots. Depuis 2005, ils ont inversé l'ordre des mots. On voit bien qu'on est toujours dans le même continuum historique, finalement. Donc là, le pouvoir nous vend finalement une autre façon de procéder avec un sommet qui n'est plus avec des chefs d'État africains, mais qui serait avec la société civile en lien avec un intellectuel africain. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe, on peut peut-être dire rapidement trois choses. D'abord, quand on regarde le dispositif, c'est une position qui est très coloniale, c'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République française, qui est un peu au-dessus de la mêlée, qui va rencontrer la jeunesse et qui délègue à un intellectuel africain le soin de justement lui présenter un panel de jeunes et il va répondre. Bon, ça c'est la première chose. J'employais le mot dispositif, en théâtre on parle de dispositif scénique. C'est une forme de mise en scène. Une forme de mise en scène, c'est-à-dire qu'en gros, vous changez un peu le décor, vous changez quelques acteurs, mais c'est la même pièce qui est jouée. Et d'ailleurs, on peut aussi relever, on parlait de l'actualité, qu'en fait, il y a seulement 5 mois, en mai dernier, il y a déjà eu un sommet avec des chefs d'État africains. Peut-être on en a moins parlé dans les médias. C'était un sommet qui était de financement des économies des pays africains, où on retrouvait le Cameroun, le Mali, le Sénégal, la République démocratique du Congo, etc., qui était avec tous ces pays, tous ces leaders africains, autour d'Emmanuel Macron au Grand Palais à Paris. Donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même un tour de passe-passe dans cette histoire de sommet Afrique-France à Montpellier. Et puis justement, il y a l'Agence française de développement, il y a Mediapart qui a sorti un dossier, vous parlez aussi de l'Agence française de développement. A priori, le français de base, entre guillemets, a l'impression que la France aide l'Afrique, puisque chaque année on nous dit il y a tel pourcentage de notre PIB qui est consacré à l'aide au développement. Et en fait, vous montrez que cette aide au développement, en fait, c'est souvent tout et n'importe quoi, sauf de l'aide au développement. Ah bah oui, clairement, peut-être on peut dire deux choses. D'abord, effectivement, derrière l'aide au développement, c'est d'abord une machine à faire la promotion des entreprises françaises en Afrique et à décrocher des contrats. Ça, on le documente vraiment dans le livre. Au-delà même des cas de scandales qui ont été révélés par le collectif Disclose et Mediapart récemment. Et puis, il y a toute cette idée autour de la coopération. Là aussi, il y a une bataille sémantique. On se dit, mais la coopération, c'est formidable. En fait, la coopération, c'est de la domination et la poursuite du colonialisme par d'autres moyens. Il y a une phrase de Michel Debré dans les années 60 au Premier ministre gabonais qui dit « L'indépendance va de pair avec la coopération. L'un ne va pas sans l'autre ». Évidemment,
une fausse indépendance, une indépendance de pacotille. Donc ça, c'est très important. Et là, c'est vraiment, je reviens à la face émergée de l'iceberg que j'évoquais tout à l'heure. La coopération avec tous les dispositifs monétaires, soi-disant, ça serait la fin du CFA, pas du tout. Ces dispositifs de domination monétaire par la France existent toujours. On a simplement, si vous voulez, on va prendre l'image d'un pilier. Vous avez toujours le pilier en béton qui est la domination monétaire de la France sur les pays de la zone CFA, et vous enlevez juste le coffrage, quoi. Voilà. Et donc, effectivement, tout ce qui concerne la coopération et l'aide dite au développement entre pleinement dans la France-Afrique. Et on pourrait aussi ajouter la francophonie. Alors, Hamzat, est-ce qu'au final, l'affaiblissement de la France, parce qu'il est réel quand même, et on va reparler en particulier, alors qu'aujourd'hui même s'ouvre le sommet Afrique-France donc de Montpellier, il y a des problèmes avec la concurrence militaire des Russes, des problèmes avec la concurrence économique des Chinois, et une vraie révolte en fait des opinions publiques africaines par rapport à cette domination. Mais on a l'impression que l'alternative panafricaine, c'est-à-dire la gestion du destin de l'Afrique par les Africains eux-mêmes, n'est pas aussi forte qu'on pourrait l'attendre. Est-ce qu'il y a finalement l'Afrique africaine qui pourrait se substituer à la France-Afrique? Est-ce qu'elle est prête à se saisir du démantèlement éventuel du dispositif pour s'imposer, ou alors à précipiter ce démantèlement? Je pense qu'on montre dans l'ouvrage qu'il y a eu des résistances permanentes à la France-Afrique, des résistances qui ont été posées par les peuples africains, par un certain nombre de figures également, et puis aussi le fait que quelque part il y a un cordon à couper entre les anciennes colonies, l'Afrique de manière plus générale et la France aujourd'hui, et que cela passe aussi par l'interrogation du rôle de la diaspora. Et à mon sens, dans ce sommet Afrique-France, l'un des objectifs du renouvellement de cette France-Afrique, c'est de jouer sur la diaspora. Et donc la diaspora, c'est un élément central du panafricanisme. Donc c'est en ça que la question de la France-Afrique n'est pas une question uniquement réservée, je dirais, au peuple africain, et concerne aussi les personnes d'origine africaine qui se battent ici, qui militent aussi pour un ordre anticapitaliste et antinéolibéral. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est quoi l'enjeu plus précisément? L'enjeu, c'est d'une part l'émancipation des États et des peuples africains, la question également, je dirais, des souverainetés générales, des souverainetés globales, et la fin des dominations. Donc je crois que ce sont des enjeux qui sont liés à des luttes sociales, à des luttes structurelles, également à des luttes politiques. Je pense que c'est important de le souligner, et que l'affaiblissement relatif de la France, parce qu'il faut toujours le nuancer, certes, on annonce que Barkhane part, que la France part, mais en fait elle reste bien, elle est déjà présente à travers les bases militaires, mais il revient aujourd'hui effectivement au mouvement africain de se solidariser davantage et de comprendre quelles sont les opportunités que leur offre peut-être un court temps présent, qui est peut-être un temps de réajustement de cette France-Afrique. Donc ce sont dans ces interstices-là qui peut se jouer, je dirais, des basculements. Mais pour cela, il faut être prêt et surtout, il faut connaître ce système. Donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est de permettre justement aux personnes qui se battent, aux personnes qui veulent en savoir plus, de comprendre les mécanismes de la France-Afrique, et donc comprendre aussi les rouages pour savoir où est-ce que des grains de sable pourraient justement faire dérailler ce système qui est quelque part assez particulier et assez inédit. Alors, je constate qu'avec le surgissement de Wagner, c'est-à-dire du hard power russe, c'est-à-dire la société militaire privée des Russes, hein, les mercenaires, parce que bon, on dit plus facilement mercenaires quand il s'agit des Russes que quand il s'agit des sociétés militaires privées occidentales. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve sur le temps long et qu'on montre dans le livre, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, dans les éléments de langage avancés par le pouvoir colonial français, cette idée de dire que l'étranger veut nous prendre notre place en Afrique. Alors, c'était pas les Russes ou les Chinois avant, c'était les Soviétiques, les Anglais, les Américains. Donc ça, c'est quand même intéressant. On sous Jacques Chirac, les Sud-Africains. Et c'est intéressant de montrer ça, justement. Comment c'est un discours qui est sans cesse recyclé, justement, pour finalement tenir la position et dire, voilà, on veut nous prendre notre place. L'idée, c'est que la France est la grande amie de l'Afrique et qu'on ne peut pas briser cette amitié, qu'il y a vraiment un rapport spécial, une histoire d'amour, une histoire de couple, une histoire d'amitié indéfectible. Et c'est quelque chose qui s'appuie aussi beaucoup sur l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, le rôle de l'Afrique, etc. Donc c'est aussi, je dirais, une déconstruction historique, une décolonisation historique qu'il faut aujourd'hui opérer à ce niveau-là. Mais moi, j'ai quand même l'impression que justement, vu qu'il y a quand même une sorte de crise entre
l'État français et les jeunesses africaines que la France-Afrique devient le point faible de l'Afrique et tout le monde essaie de lui mordre les mollets dans cet endroit, notamment les Russes, les Turcs, etc. Parce que finalement, c'est la première fois qu'il y a une véritable concurrence militaire, c'est-à-dire avec la présence de Wagner en Centrafrique et leur désir de s'implanter au Mali. Est-ce parce que c'est ça la spécificité de cette domination, l'armée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ? Alors, du point de vue de l'armée, il faut bien voir aussi que la France continue à former des officiers qui prennent encore aujourd'hui le pouvoir. Dans le cas de la Guinée, par exemple, un ancien légionnaire français. Il y a également la nécessité peut-être de réajuster les choses. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la Russie est au Mali. Le Mali, dès l'indépendance, avait des liens avec la Russie. Donc il y a aussi un jeu géopolitique qu'on essaie de montrer, notamment en parlant, par exemple, de la question de la guerre froide, du rôle de l'Afrique du Sud, du rôle du Zaïre, de Mobutu. Donc ces jeux d'alliance, ces jeux de géopolitique qui traversent l'histoire de la France-Afrique, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, on les voit sous un nouvel éclairage parce qu'il y a, je dirais, une compétition qui est beaucoup plus accrue autour du continent africain. Et en même temps, il y a des désirs de souveraineté, il y a des volontés de patriotisme africain qui apparaissent, mais qui, dans certains cas, sont compatibles aussi avec cette France-Afrique. Donc c'est aussi cet aspect-là, je pense, qu'il faut analyser et sur lequel il faut être prudent. La manière dont le système est en train de se renouveler va vers une sorte d'appel à la jeunesse. Et donc, depuis que Macron est là, il ne fait que parler à la jeunesse africaine, donc l'infantiliser et maintenir quelque part une situation asymétrique dont les jeunesses, les populations africaines ne veulent plus aujourd'hui. Donc il y a la question du changement de génération, qui est assez intéressante peut-être à analyser, et le fait effectivement que de nouvelles problématiques sont en train de ressurgir, mais on montre dans l'ouvrage que par exemple la contestation du franc CFA existait déjà dans les années 70 à travers des chefs d'État qui pour beaucoup étaient totalement liés à ce système néocolonial. Donc on voit bien comment aujourd'hui les instruments, les pressions, les luttes quelque part se recyclent, et ce qui est intéressant c'est d'en comprendre finalement, je dirais, les mécanismes cachés. Alors, dernière question pour toi, Benoît. Finalement, tu es journaliste d'investigation. Est-ce que c'est compliqué en France d'enquêter sur les turpitudes africaines de nos dirigeants ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est la réserve inépuisable de Scoop, la France-Afrique, puisque c'est vraiment quelque chose qui explique beaucoup d'affaires en France sont liées à la France-Afrique, mais est-ce que c'est facile de les sortir ? Est-ce que c'est facile aussi qu'elles soient reprises, de les voir reprises par les autres médias ? Alors, en fait, on va revenir au début de notre conversation. C'est clairement, non, c'est difficile, c'est compliqué en France de travailler sur ces sujets. On n'est pas si nombreux à le faire. Bien sûr, il y a des gens qui font ce travail. C'est incontestable, mais clairement, c'est lié à la composition capitalistique des médias en France. Et c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que la plupart des oligarques qui détiennent les médias sont eux-mêmes partie prenante de la France-Afrique. Donc évidemment, vous allez avoir du mal à enquêter quand vous travaillez dans un média contrôlé par Lagardère sur les liens d'armement, les ventes d'armes entre la France-Afrique, etc. Et on voit bien aujourd'hui... Il y a aussi Martin Bouygues qui est présent en Afrique, notamment dans le gaz. Bien sûr, je prenais l'exemple de Lagardère, mais on pourrait décliner ça à l'infini. Même le fondateur de Valeurs Actuelles, il paraît. Et c'est vrai que... alors, j'en sais quelque chose, je ne veux pas personnaliser, mais pour revenir aussi à Vincent Bolloré, on sait aujourd'hui que Vincent Bolloré pratique ce qu'on appelle les plaintes bâillons. C'est-à-dire que systématiquement, dès que vous évoquez ces affaires africaines, vous avez une multitude de plaintes en diffamation. Alors, c'est tout à fait son droit, évidemment, de déposer des plaintes en diffamation, mais c'est une façon vraiment de mettre le couvercle sur tous ces sujets-là. Il a déjà été condamné pour des plaintes abusives, justement, mais il continue de poursuivre les journalistes. L'idée étant que l'idée même de s'intéresser à ces sujets-là ne vienne pas jusqu'au cerveau d'un ou d'une journaliste. Et on a l'impression qu'il est plus déchaîné quand on enquête sur ses activités africaines plutôt que quand on enquête sur ses activités françaises. Oui, mais en fait, et peut-être pour finir, derrière tout ça, il y a quand même aussi l'idée, je voudrais insister sur le fait qu'au-delà du travail des journalistes, la France-Afrique, c'est un sujet qui doit concerner tous les citoyens, c'est-à-dire pas uniquement les journalistes qui essaient de faire leur travail parce que ce sont des sujets d'intérêt général, mais par exemple, si on pense à ce qui s'est passé au Rwanda avec le génocide des Tutsis, là encore, on a vu qu'il y avait une commission avec des historiens qui avaient été mis en place, etc. On a l'impression qu'on a fait un grand pas parce que des mots ont été posés sur le rôle accablant de la France.
même si on ne parle pas de complicité, alors qu'on pourrait tout à fait parler de complicité, puisque c'est parfaitement documenté, il y avait des alertes avant, pendant et après le génocide sur ce qui se passait, qui remontaient jusqu'au sommet de l'État, mais on voit bien que les conclusions n'ont pas été tirées de manière structurelle. C'est-à-dire que si ce qui s'est passé au Rwanda pendant le génocide a été possible, c'est bien parce qu'il y avait un système france-africain au sommet de l'État qui a rendu ça possible. Et ça, il n'y a absolument pas eu d'analyse critique de cela, et c'est quand même extrêmement problématique. Donc ça devrait concerner tout le monde, ça devrait être dans le débat public. Or, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, notamment parce que ceux qui, grâce à l'argent qu'ils ont accumulé en Afrique, contrôlent les médias privés, entre guillemets, et en fait, ils font barrage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes co-auteur et co-directeur de ce livre que je montre à nouveau, L'Empire qui ne voulait pas mourir, une histoire de la France-Afrique, qui sort aujourd'hui même où s'ouvre donc le sommet Afrique-France de Montpellier. Emmanuel Macron qui coopte la jeunesse et les intellectuels africains. Alors ce livre, il éclaire notre histoire et notre actualité à plusieurs titres. Et je vous conseille de l'acheter si vous pouvez, le mettre dans votre bibliothèque, de le picorer, de le lire en entier comme vous le sentez.